So I'm going to introduce our second speaker, if I may. So Julia Grignon is the directrice scientifique of the IRSEM, which is the Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire here in Paris, but she's also a professor in the Faculty of Law at the University of Laval in Canada, and she's member or co-founder or director of a number of centers and committees and doing all sorts of really important work. A graduate of Geneva, I'm compressing for a graduate of the University of Geneva, her work's taken her to many different countries and continents and so forth. So a prize winning author of many articles and books on international humanitarian law, which we just heard, and in the context of war. She's very, very busy, and so I was very grateful that she was able to come in this morning and to speak to her, and I'm delighted to hand the floor over to you, Julia. Does it work? Yes, it does. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être ici et d'engager la discussion sur la nature de la guerre. Et je n'aurais pas pensé que nos présentations, Béatrice, se complètent aussi bien. Parce que j'ai l'habitude, lorsque je suis invitée, à parler du droit des conflits armés ou du droit international humanitaire, qui est ma spécialité, d'être un peu l'outsider, d'être un peu sur le côté, surtout en études stratégiques ou dans la recherche stratégique ou dans les war studies ou encore sur les études sur les conflits et la paix, où on parle de beaucoup de disciplines, mais le droit finalement est assez marginal. Et je me souviens de l'ancien directeur de l'IRSEM, l'institut dans lequel je travaille aujourd'hui, qui, à l'occasion d'une réunion du conseil scientifique, qui est l'activité à laquelle nous participerons cet après-midi ensemble, m'avait dit, mais ça ne te dérange pas, Julia, qu'il n'y ait pas de plus de droit au sein de l'institut, qu'il n'y ait pas de chercheurs sur le droit. Et j'avais répondu non, parce qu'en fait, le droit est partout. Il est là de toute façon, il impose son cadre, on ne le voit pas, et c'est pas grave si on ne fait pas plus de recherches sur ce droit. Alors aujourd'hui, je crois que la situation en Europe nous amène à peut-être envisager le droit d'une autre manière et à revoir son importance et l'importance de le connaître et de le faire respecter. Mais pour autant, encore une fois, je pensais que j'allais arriver avec ma définition de la guerre, qui est une définition juridique, parce que la nature de la guerre, effectivement, je l'ai pris au sens de définition, et que tout ça s'accommodait peut-être un peu mal avec l'ensemble des réflexions qui se tiennent aujourd'hui. Alors merci beaucoup du coup Béatrice d'avoir amené le jus in bello coutumier, d'avoir amené le droit international humanitaire et de l'avoir fait aussi bien. Et je vais donc poursuivre la réflexion sur ce droit et sur les définitions qu'il offre de la guerre. Et je voudrais avant ça revenir sur quelques éléments qui ont été dits en introduction, et notamment que oui, la guerre est peut-être la plus grande menace sur notre espèce, bien qu'on ait aujourd'hui bien d'autres menaces qui pèsent sur notre espèce. Et effectivement, de constater qu'un événement comme celui-là suscite un intérêt, mais un intérêt d'initié, je dirais, on a du mal à atteindre d'autres personnes. Et ce qui rejoint aussi ce que Béatrice a dit sur les masters en relations internationales, dans lesquels on n'aborde pas le droit. Et je pourrais compléter en disant que après justement avoir passé 10 ans au Canada, je reviens en France, que je suis donc spécialisée en droit des conflits armés et que j'ai proposé à une grande maison d'édition juridique de reprendre un manuel de droit international humanitaire. Et la réponse a été non, en fait, pour nous, c'est pas assez commercial. Et en fait, je pense qu'il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, alors en tout cas dans l'espace francophone, parce que dans l'espace anglophone, je crois que les conflits armés et le droit font bon ménage, mais dans l'espace francophone, en tout cas, ou peut-être en Europe plus précisément, on constate qu'effectivement, on n'aime pas la guerre et que peut-être donc il ne faut pas en parler, et que donc parler du droit de la guerre, c'est d'une certaine manière aussi la légitimer cette guerre, parce que s'il y a du droit, si elle est encadrée, s'il y a des règles, si on peut se faire la guerre, disons, proprement, d'une certaine manière, en respectant le droit international humanitaire, ça pourrait légitimer la guerre. Or, ce n'est pas du tout le propos du droit des conflits armés ou le propos du droit international humanitaire, et je crois que c'est très important, effectivement, de comprendre le cadre dans lequel on s'inscrit, et que donc, effectivement, les étudiants devraient être formés en droit international. Alors, de quoi on parle quand on parle de la nature de la guerre en droit? D'abord, moi, je vais effectivement parler uniquement
de droit humanitaire, de droit international humanitaire, et dont le synonyme aujourd'hui est droit des conflits armés. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut insister. Droit international humanitaire et droit des conflits armés sont parfaitement synonymes. En réalité, depuis, disons, le milieu du XXe siècle, on parle de droit international humanitaire, ce qui a tendance à faire penser que c'est un droit tout humanitaire, alors que pas du tout. C'est un droit qui définit aussi ce que sont les objectifs militaires, à quelles conditions on peut attaquer un objectif militaire. Est-ce que, par exemple, on peut attaquer un barrage qui est un ouvrage contenant des forces dangereuses? Est-ce que c'est possible d'avoir un objectif militaire sur un barrage? Et même s'il y a un objectif militaire sur ce barrage, est-ce qu'on peut quand même l'attaquer? Tout ça est régi par le droit des conflits armés. Non, bien sûr. Et donc, droit des conflits armés, droit international humanitaire, mais ce dont je ne parlerai pas aujourd'hui, moi, c'est le droit de la Charte des Nations Unies. Et c'est donc le droit au recours à la force, ça c'est le droit international, c'est les conditions dans lesquelles les États ont le droit ou pas de se faire la guerre entre eux. Donc la Charte des Nations Unies a par principe interdit la guerre, puisque les États doivent aujourd'hui régler leurs différends de manière pacifique. Et dans certaines circonstances, il y a des exceptions et des États peuvent par exemple être autorisés à recourir à la force. Tout ça est encadré par la Charte des Nations Unies. Qui est agressé, qui se défend dans une guerre, c'est aussi du droit, c'est du droit international, mais ce n'est pas le droit dont moi je vais parler aujourd'hui. Moi, ce dont je vais parler, c'est une fois qu'on constate une situation de violence qui se qualifie de conflit armé, et c'est là-dessus que je vais revenir, la nature de la guerre, la nature du conflit armé, eh bien, quelles sont les règles qu'on va appliquer dans cette situation. Et c'est très important de continuer à distinguer ces deux éléments juridiques. Le droit international, qui cadre les conditions auxquelles les États peuvent se faire la guerre, et le droit international humanitaire ou le droit des conflits armés qui va dire comment on peut se faire la guerre. Et il faut distinguer les deux, et on le voit encore une fois aujourd'hui dans le contexte actuel, parce que lorsque on se focalise sur les raisons pour lesquelles les États se font la guerre, et se focalise sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé, il y a un risque qu'on considère qu'une partie au conflit ait plus de droits à respecter qu'une autre, ou qu'une partie au conflit se trouverait dans une situation dans laquelle on pourrait comprendre qu'elle respecte un peu moins le droit des conflits armés. Or, en droit international humanitaire, eh bien, comme je l'ai dit, il y a une réciprocité, il y a une égalité parfaite, et donc les États, les parties au conflit, et ce n'est pas simplement les États, ce sont aussi les groupes armés, doivent respecter tout le droit international humanitaire, tout le droit des conflits armés, indépendamment de la situation qui a généré ce conflit armé. C'est la distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello, et qui doit vraiment demeurer parfaitement étanche pour voir à l'application des règles du droit des conflits armés. Alors ensuite, le titre de la conférence, c'est, si je le traduis en français, c'est la nature de la guerre. Et moi, je vais utiliser un autre vocable qui est le vocable conflit armé. Parce que en droit international humanitaire, en droit des conflits armés, aujourd'hui, on ne parle plus de guerre, on parle de conflit armé. Alors pourquoi on parle de conflit armé et non plus de guerre? C'est parce que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on parlait effectivement de guerre, et les États, selon une convention qui existait déjà à l'époque, devaient, pour s'engager en guerre, se déclarer la guerre formellement. Et donc il devait y avoir un acte formel, en général émis par le Parlement, qui déclarait la guerre. Et alors on était en guerre, et donc venait s'appliquer tout le droit de la guerre. Or, des États ont utilisé un subterfuge de ne pas se déclarer la guerre pour prétendre qu'ils s'engageaient dans une situation dans laquelle le droit de la guerre ne s'appliquait pas. Or, suite à la Seconde Guerre mondiale, qui a suscité un très grand nombre d'émotions, et notamment le bombardement des personnes civiles de manière que vous avez décrite, eh bien, on a considéré qu'il fallait trouver un autre terme que la guerre pour finalement déformaliser la situation, et pour que le droit des conflits armés reste applicable à toute situation de violence qui atteint un certain seuil et qui donc mérite l'application du droit des conflits armés. Et donc on a choisi droit des conflits armés, et lorsque vous lisez les conventions de Genève, l'article 2 qui définit leur application, donc les conventions de Genève que vous avez mentionnées, qui sont celles qui définissent le droit applicable dans les conflits armés, l'article 2 dit « En cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant sur le territoire d'une des hauts parties contractantes, les conventions de Genève s'appliqueront. » Et ensuite, vous avez donc plus de 500 règles depuis 1949 qui vont s'appliquer dans les conflits armés. Donc déjà sur la nature de la guerre, lorsqu'on l'appréhende depuis la
c'est plutôt la nature des conflits armés, en fait. La guerre existe toujours, mais en droit, c'est plutôt le conflit armé qui est le terme à privilégier. Alors ensuite, quelle est la nature des conflits armés en droit international humanitaire et qu'est-ce que ça va changer finalement? Parce que, donc vous l'avez dit, le droit international humanitaire, le droit des conflits armés, ce sont les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977, plus des centaines de traités internationaux qui réglementent toutes sortes de choses, par exemple les armements ou la protection des enfants dans les conflits armés ou la protection des biens culturels. Mais le socle fondamental, c'est les conventions de Genève de 1949 et les protocoles de 1977. Et si on n'avait que ça, on pourrait déjà réglementer tous les aspects des conflits armés. Il y a d'autres conventions spécifiques, mais ça, c'est vraiment le socle fondamental. Et ces conventions, ce droit humanitaire, va s'appliquer différemment en fonction de la nature du conflit armé auquel on est confronté. En 1949, lorsqu'on décide de rénover le droit international humanitaire, et là, merci d'avoir fait toute cette introduction sur l'Antiquité, la chevalerie, le Code libère, etc. Il y avait du droit qui existait donc avant la Seconde Guerre mondiale, mais véritablement, cette guerre va provoquer un sursaut et on va donc rénover le droit des conflits armés en 1949. Et à l'époque, on est encore dans un système dans lequel ce sont des États entre eux qui se font la guerre. Donc la grande typologie, c'est le conflit armé international. Un État contre un État. Simplement, il y a quand même la guerre civile espagnole et d'autres situations de violence interne qui laissent envisager qu'il pourrait se produire des conflits armés non internationaux, c'est-à-dire des conflits qui se jouent à l'intérieur du territoire d'un même État et qui n'engagent pas deux États l'un contre l'autre. Et donc, on a un article à l'intérieur des conventions de Genève, c'est l'article 3, qui est le même dans les 4 conventions, et qui va dire qu'en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, on va quand même avoir un certain nombre de règles à appliquer. Et on considère que cet article, qui fait une page dans les conventions de Genève, est une sorte de mini-convention qui va s'appliquer dans les conflits armés non internationaux. Et donc là, on a notre grande distinction qui intervient en 1949 dans la nature des conflits armés, entre le conflit armé international d'une part, qui oppose des États entre eux, et le conflit armé non international d'autre part, qui va opposer soit un État et des forces armées dissidentes sur son territoire, soit des groupes armés entre eux sans l'intervention de l'État. Et donc, on a cette... Je vous l'ai dit, les conventions de Genève, les protocoles additionnels, c'est plus de 500 règles qui vont s'appliquer dans les conflits armés internationaux. Une règle en 1949 pour les conflits armés non internationaux. Or, à partir de 1949, les conflits qui vont émerger vont être principalement des conflits armés non internationaux. Et donc, on se retrouve avec du droit qui est mal adapté aux situations qu'il a à couvrir. Et on a souvent dit que le droit international humanitaire avait une guerre de retard parce qu'il n'anticipait pas justement, et vous l'avez mentionné, on a été pris par surprise par certains côtés et on n'arrive pas à anticiper la guerre. Eh bien, en droit aussi, on n'arrivait pas, et je parle au passé ici, on n'arrivait pas à anticiper toutes les situations. Et donc, en 1977, vont être adoptés des protocoles additionnels, dont un qui s'intéresse uniquement aux conflits armés non internationaux. Puis va se développer du droit international humanitaire coutumier. Et aujourd'hui, on a une forme de convergence entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux, avec les règles principales, les règles les plus fondamentales, autour de 150, qui s'appliquent indifféremment dans tous les types de conflits. Mais il y a encore des règles qui ne s'appliquent que dans les conflits armés internationaux. Et là, la distinction, elle peut paraître un peu artificielle, parce que finalement, quand on parle des victimes des conflits armés, des populations civiles, eh bien, on ne souffre pas moins d'une guerre civile qu'on souffre d'un conflit armé international. Vous regardez les dommages causés à la population civile, que vous soyez en République démocratique du Congo ou sur le territoire de l'Ukraine, qui sont deux types de conflits différents. Si vous êtes une population civile, vous souffrez de la même manière des conflits armés. Donc la distinction, elle est artificielle d'une certaine manière. Pourtant, dans les concepts juridiques, dans la nature des conflits armés, distinctions qui, pour l'instant, rendent impossible une convergence complète du droit applicable dans les deux types de situations. Alors, je vais prendre un ou deux exemples qui font écho d'ailleurs à l'actualité. Le premier, c'est le statut de prisonnier de guerre. Dans les conflits armés, seuls les combattants
ont le droit de participer aux hostilités. Et là, j'entends par combattant un terme juridique qui se trouve dans les conventions de Genève. Les combattants ont le droit de participer aux hostilités. Les populations civiles n'ont pas le droit de participer aux hostilités. Mais évidemment, il peut se trouver que les populations civiles prennent les armes et rejoignent des groupes armés et donc participent aux hostilités. Lorsque ces personnes sont capturées, il y a là deux possibilités. Soit il s'agit de combattants qui sont capturés, et alors ils vont avoir le droit au statut de prisonnier de guerre, parce qu'ils étaient des combattants, ils avaient le droit de combattre, ils ont donc le droit à un statut privilégié, le statut de prisonnier de guerre. En revanche, des membres de groupes armés ou des personnes civiles qui participent aux hostilités, qui sont capturées exactement dans la même situation, n'ont pas le droit au statut de prisonnier de guerre. Elles vont faire l'objet d'une captivité, elles doivent être respectées, leur dignité doit être protégée, on ne doit pas les torturer, on ne doit pas les soumettre à des mauvais traitements, mais elles n'ont pas le droit au statut de prisonnier de guerre. Qu'est-ce que ça change d'avoir le droit ou pas au statut de prisonnier de guerre? Principalement, ça change la possibilité d'être poursuivi pour avoir participé au conflit armé. Si vous êtes un combattant, vous êtes membre des forces armées gouvernementales, vous faites la guerre, vous faites votre métier, les États entre eux, lorsqu'ils se sont négociés les traités internationaux, se sont reconnus le privilège de combattre. Et donc, vous avez le droit au statut de prisonnier de guerre, vous êtes combattant, vous êtes capturé, vous pouvez être captif pendant toute la durée du conflit armé, mais on ne pourra jamais vous faire un procès uniquement pour avoir participé au combat. Si vous avez commis des crimes, c'est autre chose, on peut vous poursuivre. Mais pour le fait d'avoir participé au combat, on ne vous poursuivra pas. En revanche, si vous êtes personne civile ou membre d'un groupe armé, alors là, vous n'avez aucune légitimité à combattre. Aucun État ne va reconnaître la possibilité pour des personnes civiles de se constituer en groupe armé et de former des forces dissidentes qui vont attaquer l'État. Et donc, si ces personnes membres des groupes armés sont capturées, eh bien, elles seront poursuivies pour le fait d'avoir participé aux hostilités. Donc voilà un statut, le statut de prisonnier de guerre, qui empêche une convergence totale entre les différents conflits armés. Une autre situation, je vais en parler parce qu'elle est d'actualité, c'est la situation d'occupation. Une occupation militaire ne peut intervenir que dans les conflits armés internationaux, c'est-à-dire dans les conflits armés entre États. On a une situation caractéristique aujourd'hui en Crimée. La Russie est une puissance occupante sur le territoire de la Crimée. Ce que ça signifie que la Russie est une puissance occupante, en plus du fait que c'est une partie au conflit sur le territoire de l'Ukraine, c'est qu'elle va avoir un certain nombre d'obligations à respecter, qui sont les obligations les plus exigeantes de tout le droit international humanitaire. Ce sont les obligations les plus protectrices pour les populations civiles, mais donc les plus exigeantes pour les États qui se comportent comme une puissance occupante. Pourquoi? Parce que lorsqu'un État ennemi envahit le territoire d'un autre État, et va se positionner comme puissance occupante, ça veut dire que cet État va administrer le territoire en question. Si l'État administre le territoire, ça veut dire que si vous êtes une personne civile, vous dépendez de cet État qui administre le territoire pour avoir accès aux soins de santé, pour avoir accès à l'éducation, si jamais vous faites l'objet d'un procès, pour obtenir des papiers d'administration civile, etc. Et donc, vous voyez bien que si vous êtes une personne civile qui fait l'objet d'une situation d'occupation, vous êtes dans une situation de particulière vulnérabilité, puisque toute votre vie dépend de la puissance occupante qui administre le territoire. Et donc ça a été anticipé par le droit international humanitaire dès d'ailleurs 1907. La définition de l'occupation, elle date de 1907. Ça a été anticipé. Et donc, on a prévu que lorsqu'un État se comporte comme une puissance occupante, eh bien, un très grand nombre d'obligations vont lui être demandées. Et ces obligations, elles renvoient à la puissance régalienne de l'État. Et on ne peut pas exiger de groupes armés, même des groupes armés très bien organisés, qui contrôlent des portions du territoire, qu'ils mettent en œuvre ces obligations dans cette même mesure. Ce serait irréaliste. Et donc, les situations d'occupation ne vont concerner que des États entre eux. Lorsque vous avez des conflits armés dans lesquels des groupes armés contrôlent des portions du territoire. On peut prendre l'exemple des FARC en Colombie, par exemple, qui ont contrôlé des portions du territoire, ou d'autres groupes armés, par exemple en Syrie ou en Irak, qui ont contrôlé des portions du territoire, empêchant l'administration gouvernementale de repénétrer sur ces territoires et qui ont exercé un contrôle tel qu'ils administraient d'une certaine manière ce territoire. Tout organisés qu'ils soient, ces groupes armés, la plupart du temps ne sont pas capables de mettre en œuvre les obligations du droit de l'occupation dans la même mesure qu'un État
pourrait être en mesure de le faire. Et là aussi, donc, cette situation demeure une situation interétatique, donc du conflit armé international. Et là, je crois que c'est très important de le conserver comme tel, parce que si on pensait que les groupes armés peuvent occuper des territoires et donc sont redevables de ces obligations, le constat qu'on ferait la plupart du temps, à l'exception de certains groupes, c'est qu'en fait, ce droit de l'occupation serait constamment violé parce qu'ils ne sont pas capables en fait de mettre en œuvre les obligations. Ça conduirait donc à considérer que le droit est constamment violé, qu'il est absolument jamais respecté par les groupes armés, et donc ça reviendrait à se détourner de l'efficacité de ce droit, et donc aussi à détourner ces groupes armés de manière générale du droit international humanitaire. Or, je crois qu'aujourd'hui, les groupes armés, malgré les violations massives qu'on constate dans tous les conflits armés, que ce soit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine ou dans tout type de conflit armé, même si on constate des violations massives du droit international humanitaire, je suis convaincue que ce droit est également respecté et qu'il est respecté quotidiennement dans les conflits armés. Or, si on en vient à le galvauder, à considérer qu'il n'est plus utile, alors eh bien, il ne servira plus à rien et donc il n'aura plus aucune utilité. Donc voilà sur la nature de la guerre, ce que je peux dire dans la distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Est-ce que je peux encore poursuivre quelques minutes ? Et ensuite, dans effectivement la description de la conférence d'aujourd'hui, vous disiez vouloir avoir un débat sur les définitions, sur les principes intemporels et regarder le caractère variable de la guerre selon les différentes époques et les différents contextes. Et alors, après avoir dit que jusqu'à une certaine époque, le droit des conflits armés avait une guerre de retard, ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est de montrer qu'en fait, si tout le monde a été pris par surprise, et moi comprise, par le conflit en Ukraine, je crois que le constat, c'est qu'en tout cas, le droit international humanitaire, et de manière plus générale, je crois, l'ensemble du droit relatif à la protection de la personne en droit international, n'a pas du tout été pris par surprise. Si vous regardez aujourd'hui tous les comportements qui sont observables dans tous les conflits armés, ils sont tous couverts par le droit international humanitaire, par le droit des conflits armés. La question du respect, c'est une autre question. Mais vous avez par exemple parlé des drones. Effectivement, on a vu des nouvelles technologies. Alors, on peut parler des drones, on peut parler du cyber, des nouvelles technologies qui, effectivement, ne pouvaient pas être anticipées en 1949, ni même en 1977. Et donc, on pourrait penser que ces règles qui ont été élaborées au XXe siècle ne sont plus adaptées à la guerre d'aujourd'hui, qui mobilise, par exemple, des technologies qui n'ont pas été anticipées. Eh bien, pourtant, on se rend compte que, quelles que soient les évolutions au travers les époques, quels que soient les contextes, la manière dont est formulé aujourd'hui le droit des conflits armés est propre à embrasser toutes les situations. Si on prend les attaques par drone, par exemple, ça ne change rien à la définition de ce qui est un objectif militaire. Ça ne change rien aux conditions auxquelles on peut attaquer un objectif militaire. Ça ne change rien au contexte dans lesquels on peut procéder à des attaques ciblées, par exemple. Dans quel corpus juridique on se situe. Qu'ensuite, l'utilisation massive des drones, notamment pour procéder à des exécutions extrajudiciaires, soit contraire au droit, ça c'est un autre problème. Mais le droit, tel qu'il est formulé aujourd'hui, nous permet de dire, dans telle situation, c'est conforme au droit, dans telle autre, ça n'est pas conforme au droit. Et je dois dire que pour ce qui est des attaques par drone, par exemple, en droit international humanitaire, ces attaques produisent beaucoup moins de dommages lorsqu'elles sont menées en conformité avec le droit, beaucoup moins de dommages au sein de la population civile, parce qu'elles permettent des attaques qui sont plus ciblées. Et donc, elles sont plus conformes, finalement, au droit humanitaire. Alors, pas du tout, quand c'est des exécutions extrajudiciaires hors contexte de conflit armé. Lorsque c'est dans un conflit armé, finalement, la nouvelle technologie permet au droit international humanitaire d'être mieux respecté. Si on prend également les questions liées au cyber, et là on a pu le voir dans le contexte de la guerre en Ukraine où ça a été très mobilisé, bien il n'y a aucun problème, j'exagère un peu, mais disons en interprétant à la lumière des évolutions d'aujourd'hui le droit international humanitaire, on arrive à encadrer toutes les pratiques, même les pratiques qui relèvent du cyber. Et ça, cette évolution, elle s'est faite progressivement et elle est due au fait que les définitions sont assez larges en droit international humanitaire et que donc aujourd'hui, on n'est jamais pris en défaut sur quelque comportement que ce soit. J'ai une équipe de recherche avec laquelle, au début de l'invasion massive de la Russie sur le territoire de l'Ukraine en février 2022, on a pris tous les faits qui remontaient à la fois dans la presse et sur les réseaux sociaux, et on a commencé à donner une interprétation au titre du droit international humanitaire. Il n'y a aucune situation
depuis février 2022, dans laquelle on s'est retrouvé confronté à dire ça, on ne sait pas dire juridiquement comment c'est encadré. Le droit humanitaire n'a pas de réponse. J'ai parlé d'un barrage, j'ai parlé du traitement des prisonniers de guerre, j'ai parlé de la déportation d'enfants. J'en parle maintenant, c'est interdit. J'ai parlé du cyber. Toutes les situations sont couvertes. La situation telle qu'elle se déroule sur le territoire de l'Ukraine. Donc, l'évolution et le caractère variable de la guerre, finalement, n'a pas d'incidence sur le droit. Simplement, ça va nécessiter des interprétations qui sont renouvelées. Et donc là, c'est le rôle du juge, d'une part, lorsqu'il est saisi, de donner son interprétation du droit et donc de l'appliquer. Mais ça, c'est le rôle de tout juge dans tout système juridique. Et c'est aussi le rôle des académiques de se réunir, de regarder des situations et de livrer des nouvelles interprétations qui vont être propres à encadrer les situations. Dernière chose que je veux dire dans ma présentation, et j'ai aucune idée du temps que j'ai pris, donc je suis désolée si je l'ai dépassé, différents contextes. Là aussi, quel que soit le contexte, le droit humanitaire, le droit des conflits armés s'applique dès lors qu'on peut constater qu'on a un conflit armé international ou un conflit armé non international, que j'ai décrit au début de mon intervention. Et hier, en me préparant pour cette conférence, j'ai commencé à faire la liste des conflits en me demandant si effectivement c'était toujours la même chose. Et si je regarde République démocratique du Congo, Colombie, Ukraine, Myanmar, Yémen, Irak, Mali, Syrie, Libye, Arménie, Azerbaïdjan, Afghanistan, Israël dans les territoires occupés, peu importe la situation que vous me nommez, le droit des conflits armés s'applique et il s'applique de la même manière et il n'est pas pris en défaut. Et donc, quelle que soit l'évolution des contextes, il est propre à encadrer les comportements dans la guerre.